Alors en effet, les questions, c'est notre séquence immédiate, à savoir on va passer donc à l'ensemble des discussions sur les 3 interventions de l'après-midi. Ensuite, on passera à la table ronde. Donc les questions sont ouvertes. S'il n'y en a pas immédiatement, nous on en a quelques-unes, au moins une dizaine, donc on peut y aller sans problème. Alors peut-être que je vais lancer les questions tout de suite en revenant en fait tout d'abord sur les 2 premières interventions parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement dans ce colloque, c'est la place de la narration, de la scénarisation dans l'expérience de ce type de dispositif, y compris dans le monde scientifique, par exemple, de la restitution du patrimoine, comme on l'a vu dans les 2 premières interventions. C'est beaucoup plus évident dans la 3e, hein, c'est pour ça que pour l'instant, je la mets de côté. C'est quel est le rôle de la scénarisation, voire de la fiction, ou en tout cas d'une manière d'animer les imaginaires dans le rapport à des objets scientifiques qu'on doit restituer fidèlement avec des données qui ont été recueillies et rendues compatibles avec l'image. Il n'empêche que lors d'une exposition, lors d'une visite, lors d'une médiation, mais également du côté des chercheurs en elles-mêmes, qu'est-ce que ça produit sur l'imaginaire du chercheur, qu'est-ce que ça produit sur l'imaginaire du non-chercheur, l'utilisation de ce type de dispositif. Et quel rôle peut avoir dans ce cadre-là une forme de scénarisation, voire de fiction, puisqu'on sait que, par exemple, les documentaires fiction sont de plus en plus utilisés dans le domaine historique, en étant fidèles par rapport aux données qui ont été recueillies par les archéologues ou les historiens, en tout cas le plus fidèle possible, et où en amenant en même temps une dimension de fiction. Ça se voit beaucoup à la télévision, mais ça se voit aussi désormais dans le monde des festivals de films scientifiques où les documentaires sont plus juste des restitutions de où on est allé fouiller, qu'est-ce qu'on a trouvé avec la parole savante de l'archéologue ou de l'historien, mais une mise en récit et qui peut évidemment solliciter les dispositifs dont on parle depuis le début, immersif, etc. Donc là, je m'adresse plus directement, bien sûr, à Théophane Nicolas et puis à Nicolas Lissarag, s'il pourrait amorcer, disons, une réflexion par rapport à ce premier enjeu-là, l'enjeu de la mise en narration ou de scénarisation et de la fiction par rapport au point de vue du chercheur et par rapport au point de vue d'un visiteur ou, disons, d'un kidam qui va rentrer en contact avec ce qui a été produit par la recherche et mis en espace par le 360 VR ou XR. Pour revenir sur ce que j'ai présenté, je vais être très clair. La production d'objets 3D purs, c'est-à-dire vraiment l'exploitation de la technique de photogrammétrie, n'est absolument pas en soi une narration. On produit simplement un document tridimensionnel, de la même manière qu'il peut y avoir des photos, des plans, etc. Et ils ne comportent pas en eux-mêmes une narration à proprement parler quand c'est à destination d'un public. Donc la narration est évidemment vitale dès lors qu'on ne s'adresse pas, par exemple, à un architecte qui tout de suite, lui, va avoir un intérêt particulier quand il visualise la reconstruction d'un bâtiment. Mais quand c'est, par exemple, effectivement, un documentaire historique, quand c'est une médiation muséographique, etc., etc. Alors là, il y a plusieurs choses qui interviennent à ce niveau-là. La première, c'est d'abord que dans ce type de médiation, il faut que la technologie s'efface. Ce que j'ai présenté était assez lourd en termes d'exploitation de logiciels, de techniques, etc. C'est quelque chose qui vient un peu polluer l'expérience. En VR, par exemple, je pense que là, je vais être conforté par beaucoup d'intervenants. En VR, on sait très bien que pour que l'expérience soit agréable, il faut qu'il y ait un débit d'image et une qualité d'image à la seconde assez élevé. Sans quoi, on a vite mal au crâne, on a vite des vertiges, etc., etc. Donc, il y a déjà cette partie-là qui n'est même pas au niveau encore arrivé au niveau de la narration, qui fait que la technologie doit s'effacer pour que l'expérience puisse être agréable et qu'elle ne soit pas détournée par les problèmes techniques qui surviennent. Et on est encore dans des technologies qui sont un petit peu balbutiantes, ça commence à s'installer, mais enfin quand même, ça reste un souci.
souvent. Et puis ensuite, la dimension de la narration, je crois qu'elle est vitale, parce que je pense qu'un visiteur de musée, par exemple, quelque part, si on lui présente que l'objet, qu'il n'y a même pas de cartel, hein, qu'il n'y a même pas quelqu'un qui lui explique avec un type d'approche particulier, s'il n'a pas un livre avec lui, etc., finalement, l'objet par lui-même raconte souvent peu de choses par rapport à ce qu'il recèle comme possibilité de narration, d'information, etc. Du coup, se pose toujours la question de la cible, c'est pour quel public. C'est sûr que la VR, quand on la propose à des jeunes de 15-20 ans, ça marche toujours très très bien, ils adorent ça. Cela étant dit, on a mené une expérience au laboratoire de Visu justement sur une visite virtuelle, cette fois-ci complètement achevée, de la salle des pendus. Et on l'a fait visiter à des personnes souvent plutôt âgées, notamment des mineurs qui avaient travaillé et qui avaient vécu dans ce lieu, des gens qui vivaient dans la ville de Wallers et qui les avaient connus. Et on s'est rendu compte avec beaucoup d'amusement qu'en fait, c'est eux qui préféraient la VR parce que justement, ça leur permettait de retrouver l'ambiance et de ne pas seulement avoir une narration froide, entre guillemets, purement descriptive, purement informationnelle. Et c'est là où la VR permet de donner une qualité, une ambiance, une vie à ce qu'on présente qui plaît énormément et qui a un vrai impact sur les personnes et qui leur fait retenir de façon plus approfondie toute une série d'informations. Et alors, du coup, je clôt ma réponse qui est un peu longue, du coup, je m'excuse, mais la narration est de toute façon indispensable quoi qu'on fasse. Et je reviens aussi sur l'exemple que j'ai montré de l'article du Times Magazine qui nous fait visiter un atelier d'artiste. C'est pas une visite, on fait ce qu'on veut dans le lieu. De la même manière que dans la salle des pendus, c'était une visite avec toute une série de balises, toute une série d'un timing avec des bandes audio qui intervenaient à intervalles réguliers et qui guidaient le spectateur. Si on le lâche dans un modèle 3D virtuel et qu'il est libre de tout faire, et même les jeux ne sont pas comme ça, il y a quand même des règles, il y a quand même des limites, finalement, il perd très vite de son intérêt parce qu'il n'a aucun guide, justement, et aucun cadre. Et l'intérêt de l'article du Times, c'est qu'avant de pouvoir se balader librement dans l'atelier d'artiste, d'abord, ils nous font faire une visite qui est point à point, où on traverse l'espace et où ils nous montrent précisément certaines parties de l'atelier d'artiste avec des commentaires à eux. Ce qui correspond finalement à l'article avec des photos qu'on aurait mis à côté, sauf que là, on le fait dans la fluidité de la 3D avec toute l'impression de relief qu'on peut avoir. Donc, il y a besoin d'une narration, à mon avis. C'est absolument vital. L'objet 3D tout seul ne veut pas dire grand-chose, en définitive. Et justement, je ne sais pas si on m'entend. Ah oui, pour le coup. Oui, voilà. Justement, c'était dans cet aspect-là, c'est-à-dire, enfin, il y a deux points en fait qui nous semblaient intéressants dans le travail finalement très technique et complexe qui est mise en œuvre, que ça soit par rapport à la photogrammétrie ou simplement la création de modèles 3D. Donc il y avait deux points, c'est-à-dire que tu avais soulevé, toi, Nicolas, la question de cette mémoire immatérielle dont on pouvait peut-être refaire l'expérience grâce à ces modèles 3D qui tendent vers une forme d'hyperréalisme, en tout cas d'immersion dans le dispositif. Et pour la présentation donc de Théophane, cette idée de faire l'expérience d'une expérience a priori non vécue, qui était de ces navigations où finalement le chercheur éprouve, en tout cas interroge quelle pouvait être l'expérience donc de ces marins. Donc c'était évidemment nous du côté de la création, on se pose la question justement de l'expérience sensible et comment elle vient informer finalement, apporter une forme de connaissance. Et on se demandait voilà si ces éléments-là participent de votre travail, vous, de chercheurs, même on va dire dans la modélisation. Je pensais également au fait que à un moment donné, tu évoques le fait que le puits, vous pouvez pas le voir, vous envoyez un drone, ce drone vous donne des informations, vous remodélisez, donc vous créez finalement du visible à partir de quelque chose d'inaccessible, au même titre que les chercheurs ne pouvaient voir dans l'autre projet qu'à travers des trous, et finalement, on fait ressurgir
élargir finalement une forme d'expérience, de visibilité de quelque chose qui était a priori inaccessible. Donc c'est tout l'imaginaire que ça comporte, tout en étant dans une volonté d'être dans une forme de rigueur scientifique. Ah, mais j'espère que la rigueur scientifique n'empêche pas de rêver. Tout à fait, mais c'était à ce titre-là qu'on on se demande l'articulation peut-être entre les deux. Oui, tout à fait. Je vais un peu projeter ce que je disais en conclusion, c'est-à-dire que là, pour le moment, on est vraiment dans la phase de numérisation qui a des intérêts pour les architectes, pour la conservation du patrimoine, etc. Mais là, on n'est pas dans la narration, on est vraiment dans la documentation et le double virtuel. Mais le projet, l'aboutissement du projet pour nous, c'est de permettre à des visiteurs de faire une visite complète virtuelle de ce puits, mais pas seulement pour qu'ils puissent s'y déplacer comme dans n'importe quel autre lieu virtuel, mais sous la conduite d'un mineur que lui aussi on va numériser et qui va raconter sa façon qu'il a eu à lui d'avoir des expériences dans ce puits. Je pense notamment à Aimable, puisque c'est lui qui est descendu dans le seau que vous avez pu voir tout à l'heure. C'est pas du tout la même chose d'avoir un historien qui raconte, parce qu'il ne l'a pas vécu, donc à froid, sans l'affect, une expérience de ce type, et d'avoir le mineur qui, lui, l'a vraiment expérimenté et qui le raconte d'une manière évidemment complètement différente. Ça donne une forme de présence et une vie au témoignage, à la fois parce que c'est vraiment la personne qui a fait cette expérience qui l'exprime, mais aussi parce que dans le même temps, on voit dans quel lieu il était à ce moment-là, comment ça se passait, on voit la taille du seau, on voit les 300 mètres de vide en dessous. Donc il y a une dimension aussi émotionnelle et affective qui vient en plus de l'information et qui me semble justement donner la force à toute la partie immatérielle de la mémoire. Donc c'est pour ça que c'est un projet assez global du coup, et où on veut associer ces deux éléments, le matériel et l'immatériel. Oui, merci beaucoup Nicolas, c'est très très probant et très complémentaire, ça répond parfaitement aux interrogations qu'on avait. J'aimerais qu'on puisse entendre Théophane à cet égard, et il y a Stéphane Poincaré qui voulait intervenir aussi. Alors, je ne sais pas si Stéphane, c'est directement en réaction de ce que vient de dire Nicolas. Exact. C'est exact. Quand Nicolas dit que la rigueur scientifique n'empêchait pas l'imagination, justement, je pense que plus on est rigoureux scientifiquement, plus l'imaginaire peut pousser énormément de poids sur un problème. C'est vraiment une question d'épistémologie. Mais quand on a je dirais, une sorte de rigueur épistémologique sur un problème quelconque en science, par exemple, moi, je pense à l'astronomie ou je pense à la physique pour laquelle je suis plus expérimenté, ou en mathématiques, on commence à déployer un problème et à ce moment-là, on a plein d'idées. J'applique énormément des principes mathématiques rigoureux, mais mal interprétés en peinture. Ce qui permet d'ouvrir des champs de possibles. Donc oui, ce principe évoqué par Nicolas est vraiment très très bien, plutôt que d'utiliser la science pour justifier un art un peu mou ou une science approximative qui revendiquerait une esthétique qui n'est pas là. Il y a d'autres processus qui sont beaucoup plus efficaces. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être Théophane, en réaction à ces deux éléments-là, sur ces questions. Oui, en préambule, peut-être dire justement toute la nouvelle portée sur les connaissances que ces technologies apportent à l'archéologie ou aux historiens. C'est-à-dire que par définition, nous, on travaille sur des objets 3D dans la réalité. On les décrit le plus souvent jusqu'à maintenant en 2D, c'est-à-dire que quand on a une céramique, un vase, on va le dessiner et puis c'est le dessin que l'on va étudier. C'était pareil pour les architectures. On avait de l'architecture, on en faisait des plans. Ces nouvelles technologies changent vraiment notre perception des éléments. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est particulièrement, qui chamboule vraiment nos perceptions et nos moyens d'aborder ces éléments. Et ensuite, là aussi, c'est
la possibilité, alors notamment via les techniques d'imagerie médicale, mais de manipuler l'invisible, c'est-à-dire qu'on voit à l'avance ce qu'on n'a pas encore fouillé, et en plus on voit des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu lorsqu'on les fouille. Donc là aussi, ce sont des éléments qui chamboulent totalement notre manière d'aborder les choses. De la même manière, le fait de fouiller des contextes archéologiques, par nature, même si on prend toutes les précautions à les décrire au maximum, on détruit ces éléments. Et ces techniques nous permettent d'en garder une mémoire, une sauvegarde pérenne. Et ça, c'est vraiment des changements forts. Alors, après, dans ce que je vous ai présenté, il y a énormément d'outils qui ont été développés, qui sont des outils, on va dire, plutôt de recherche à destination des professionnels, archéologues, conservateurs, restaurateurs ou autres, et qui, par la puissance de ces techniques, peuvent être utilisés en médiation. Donc, on va dire que tout le côté narration-fiction est plutôt pratiqué à destination de la médiation, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore généralisé, puisque au vu de ce qu'on a mis en exergue déjà par rapport au geste métier, l'apport était relativement important. Néanmoins, tout à l'heure a été évoqué l'expérience sensible. C'est sûr que pour des contextes de type monument ou bâtiment ou bateau, les données, on va dire brutes, apportent des éléments qui, eux, ne sont pas perceptibles à partir de simples plans. Et là, ça ouvre là aussi un autre champ d'analyse et d'études. Concernant la scénarisation, or, par contre, on l'utilise un peu plus, notamment pour documenter tout ce qui est process et chaîne opératoire. Lorsque je vous ai montré par exemple la fouille virtuelle de la Moricha, là pour le coup, ou d'une incinération par exemple, on peut mettre en place des outils qui ont été développés chez Hybrid comme Seven, qui intègrent des éléments de scénarisation, mais qui ont un but fonctionnel plus que de raconter une histoire proprement dite. Ok, merci beaucoup. Il y a une question qui est directement adressée par Marie-Laure Cazin à Nicolas Lissarac, dont je lui laisse la parole immédiatement. Oui, bonsoir. C'était à propos. Alors, moi, je suis très fascinée par cette salle des pendus qui est modélisée. Et je voulais savoir, parce que par rapport à cette idée de faire intervenir comme guide un ancien mineur, je sais qu'il y a encore peut-être des visites qui sont faites par des vrais mineurs, mais que c'est bientôt la fin, il y en aura bientôt plus. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant en termes de transmission. Et je voulais savoir dans quelles conditions vous allez réaliser cette visite virtuelle avec le mineur. Est-ce que vous faites appel à un réalisateur? Est-ce que voilà, avec qui vous allez collaborer pour concevoir ce projet? Et ensuite, par ailleurs, oui, si vous êtes intéressé par des collaborations artistiques ou des projets pédagogiques dans ce cadre. Alors, pour la partie de la salle des pendus, en fait, c'est assez amusant. Je rejoins complètement ce que vous avez dit. C'est quelque chose qui fait qu'on se presse, en fait, pour faire ce projet, parce qu'effectivement, les mineurs disparaissent. Ils sont quand même assez âgés, hein. Les mines ont fermé dans les années 90. Ils ont des poumons qui sont quand même terriblement attaqués par la silicose pour la plupart. Alors Aimable, dont je parlais tout à l'heure, a cette chance qu'il a beaucoup travaillé au jour pendant longtemps, donc lui est encore assez valide et dynamique, mais ils sont quand même tous à plus de 70, 75, 80 ans et clairement, ils ne vont pas encore être là très longtemps pour témoigner de leur vie et de leur expérience. Alors du coup, l'idée qu'on a eue, et c'est comme ça qu'on a fait cette visite, c'est que finalement, il y a effectivement une association de mineurs qui faisait, parce qu'en ce moment, les salles des pendus sont en travaux pour rénovation, et qui faisait des visites guidées
du site. Et donc, en fait, on les a enregistrés en train de faire leur visite guidée. Et c'est ce qui nous a servi de fil directeur pour faire notre propre visite guidée dans la salle virtualisée. Donc, il n'y a pas eu un réalisateur, ou plus exactement, les réalisateurs ont été les mineurs eux-mêmes. Voilà, on a un peu virtualisé leur visite guidée quand ils la faisaient en réel. Après, sur la numérisation du site et son exploitation, alors d'abord, il y a effectivement la dimension pédagogique qui est très importante parce qu'on a pas mal de visiteurs et notamment de classes d'élèves, de collèges, de lycées, etc., qui viennent pour voir à quoi ressemblait la mine. Il y a beaucoup de professeurs d'histoire qui viennent leur montrer et à qui on a fait essayer la visite de la salle des pendus. Alors évidemment, chez les collégiens et les lycéens, ça marche très bien. Mais il y a aussi une dimension finalement de se rappeler de son histoire qui nous a beaucoup touchés, puisque je disais qu'on l'a beaucoup fait tester aussi à des personnes âgées qui ont travaillé à Rambert ou qui sont dans la ville d'Arambert depuis longtemps, et ils redécouvraient le site qu'ils avaient oublié depuis 20 ans, une salle parce qu'on l'a reconstruite avec les matériaux de l'époque, avec la vraie couleur de peinture de l'époque, etc. Et ils étaient très troublés de revenir en arrière de cette façon-là. Ça, c'était la partie très intéressante. Mais l'autre partie, c'est que ça a beaucoup intéressé aussi leurs enfants, qui souvent, la deuxième génération après les mineurs, ils racontent très peu en fait à leurs enfants ce qu'ils ont vécu dans la mine. Les enfants s'en sont beaucoup désintéressés. Et c'est une manière finalement de revoir un peu quelque chose qui concerne leurs parents, mais avec une médiation, et qui fait que ça les intéresse à nouveau, alors qu'il y avait une forme de désintérêt. Et c'est souvent les petits-enfants qui sont les plus intéressés, qui veulent entendre leurs grands-parents en parler. Et du coup, il y a une espèce d'effet générationnel qui se crée grâce à ça et qui nous a beaucoup émus et pas seulement intéressés. C'était très amusant. Alors après, pour les collaborations artistiques, on est ouvert absolument à tout. C'est de la recherche, c'est ouvert, c'est public. Donc, on donne les modèles 3D, on les communique. Il n'y a absolument aucune difficulté là-dessus et on est prêt à faire plein de partenariats. On attend des propositions, il n'y a pas de problème. D'accord, bah, peut-être que j'en aurai. Oui, j'ai pas bien compris dans la réalisation en fait. Comment est-ce que vous faites un photogramme des mineurs eux-mêmes pour cette visite? Oui, c'est ça. Oui, Ce qu'on voudrait, c'est en fait pouvoir numériser par la photogrammétrie un mineur qui devienne le guide virtuel de la visite du puits numéro 2 avec son expérience et son histoire à lui. Super. Mais il faut qu'on se dépêche. Moi, j'aurais voulu, donc Christelle Lidl, j'aurais voulu reposer une question à Stéphane Troiscarré par rapport à… ah oui, il faut que je mette ma caméra. Je ne sais pas si Stéphane Troiscarré est toujours avec nous. J'écoute. Oui. Oui, donc c'était pour justement vous en tant qu'artiste, donc vous collaborez avec ces jeunes ingénieurs. Et ce que vous expliquiez, c'est que dans votre processus, en fait, vous intégriez l'erreur autant que les nouvelles idées ou les nouvelles découvertes que vous mettiez en place. Et je pense, en tout cas, voilà, il y a justement cette dimension-là dans ce processus de création-recherche ou de recherche-création où les choses finalement sont loin d'être closes. Et j'aurais voulu, voilà, peut-être que vous disiez un mot sur cette question de l'intégration de l'erreur et surtout des nouvelles idées qui n'arrêtent jamais, en fait, qui fusent alors même qu'on est en train de produire. C'est-à-dire que avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, ils étaient suffisamment ouverts et compétents pour encaisser les erreurs. C'est-à-dire qu'en gros, la pratique de l'erreur, quand on est un débutant, surtout en développement, c'est assez horrible parce qu'on prend un mur. Et on apprend à surmonter ces murs. Mais c'est la même chose en peinture. Quand on fait un grand format pour la première fois de son existence, on se prend un mur et on regarde sa peinture et puis finalement elle est assez médiocre, on n'est pas très enthousiaste avec ce qu'on fait. Et il faut en avoir fait un certain nombre pour pouvoir gérer ce que les ingénieurs appellent une marge de tolérance, un delta. Et dans cet environnement, toujours dans ce vide, je suis vraiment sur les mythes du vide, si j'ose dire, va se loger cette erreur vertueuse qui complémente, qui
qui complémente la réalité. C'est-à-dire que voilà, c'est en plus de la réalité, c'est la propriété spécifique même de la réalité en fait. Et donc, l'assumer dans un développement d'ingénieur, dans un processus scientifique, c'est fondamental, hein, ça s'appelle la recherche fondamentale. J'entendais un chercheur qui se plaignait, dans une émission sur France Culture, qui se plaignait des nouveaux cadres de recherche voulus par les instances, qui expliquait qu'il fallait dire où on allait. Ben non, on ne sait pas où on va. En art, on ne sait pas où on va. Ce serait de la folie de dire où on va. Et je vais réaliser des grandes peintures qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Ce serait d'une bêtise rare. C'est le cheminement qui fait que l'ensemble est intéressant. Donc, on est vraiment face à du réel, mais comme on est face à du réel au quotidien. Lorsqu'on sort de la rue, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Et donc, ça aussi va se rentrer dans le monde nominal, dans le monde des concepts, dans le monde de l'élaboration des idées, dans la manipulation conceptuelle. Et ça va produire des choses extrêmement intéressantes. Simplement, ça nécessite une certaine écoute, une certaine organisation, une certaine souplesse, une certaine rigueur. Là aussi, on va rentrer dans un autre processus qui est le fait de supporter les paradoxes que déclenchent les méthodes. Les assumer, c'est vraiment notre époque en plus. On doit vraiment assumer un certain nombre de paradoxes. Et vivre avec. Et à un moment, on sait bien que dans des zones paradoxales, à un moment, on fait une coupure quand on prend une décision d'aller quelque part et de faire que la chose se révèle dans cet état-là plutôt qu'un autre. Ça rappelle le principe d'Heisenberg où sur une mesure, il y a la mesure qui intervient et puis on a choisi que c'était la bonne mesure et on sait qu'on connaît ses limites, mais on les accepte. Voilà, donc c'est extrêmement amusant comment on peut jouer avec ça et ça offre finalement une liberté absolument inimaginable. De surcroît, il y a un autre truc quand même qu'il faut signaler, c'est que ça fait 40 ans que je suis artiste et sur ces 40 années, j'ai vu un tel développement des outils, c'est que tous les outils dont je rêvais à 15 ans sont arrivés. Ils existent. Et ils continuent à se développer. Il y a peut-être un outil dans lequel j'ai encore aucune maîtrise et aucune compétence et aucune idée, c'est l'intelligence artificielle. Comment les artistes pourront travailler avec l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à inventer. Merci beaucoup Stéphane. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes sur les session de cet après-midi, de passer à la table ronde qui de toute façon inclut les sessions de l'après-midi, hein, mais ça nous permet, la table ronde, de revenir aussi sur les sessions du matin. Je sais que Laurent Lescope est parmi nous et je n'ai pas eu le temps de voir si les deux autres intervenants de ce matin, Luca Aquarelli et puis Martin Barnier, étaient là. S'ils le sont, eh bien c'est formidable. Je vais laisser la parole à Christelle qui avait d'ailleurs une question au sujet de la relation qui avait été établi par Laurent Lescope à travers ses projets avec le monde du cinéma et en particulier avec le réalisateur Caro. Pour savoir, je vais lui laisser la parole, elle saura faire sa question mieux que moi, au sujet des enjeux qui se sont posés par rapport à l'écriture cinématographique et par rapport à la narration dans ce type de relation tout à fait particulière par rapport aux espaces immersifs. C'est pour rebondir sur aussi ce qui a été abordé tout à l'heure. Je me posais la question, vous, en tant qu'école d'architecture et architecte, vous faites appel donc à un réalisateur et qui vous amène à interroger évidemment des décors, mais également donc des formes architecturales. Et comment vous avez été amené à cela, puisque vous avez aussi eu d'autres projets qui étaient justement de nature patrimoniale ou des choses comme ça. Mais donc, ce qui m'intéressait, c'est comment vous avez été amené finalement à solliciter un réalisateur. Qu'est-ce que ça vous a apporté, puisque vous avez quand même poussé l'exercice assez loin, puisque vous avez fait à la fois des maquettes, vous avez travaillé à partir des maquettes pour réaliser donc des éléments à l'échelle, et vous avez également, je voulais aussi savoir, c'est l'amplitude, la durée
de ces projets et donc l'articulation que vous mettez en place au niveau de l'école d'architecture et dans les relations que vous avez établies finalement aussi bien universitaires qu'en termes de diffusion et de production. Merci pour ces questions très, très larges. Alors, dans un premier temps, en fait, c'est la narration qui était au cœur de tout. On en parlait tout à l'heure et c'est vraiment elle qui a été déclencheur. En fait, quand on a commencé, je vais me dire, il y a une vingtaine d'années maintenant, le rôle que j'avais en tant que spécialiste des images 3D, c'était simplement d'accompagner les projets d'archi et les étudiants dans la réalisation d'images numériques, qu'on appelait images de synthèse à l'époque. Et c'était il y a 20 ans, c'était un autre monde qui n'est pas si lointain, mais qui l'est quand même, où on disait de ces images qu'elles étaient trompeuses, qu'elles n'avaient pas beaucoup d'avenir et surtout qu'elles étaient dangereuses. Très très vite, avec les étudiants, le premier mouvement, ça a été de dire que ces images ne pouvaient pas être produites en dehors d'une trame narrative, c'est-à-dire que les images devaient être accompagnées d'un discours et évidemment devaient être mises en contexte. Et très très tôt, en fait, on s'est rapproché du monde du cinéma, puisque pour le coup, c'était le monde le mieux structuré pour pouvoir raconter des histoires en images. Pour faire ça, on a détourné les moteurs de jeux vidéo, déjà il y a 20 ans pour le faire. Et puis, on a agrandi le format jusqu'à arriver à ces formats panoramiques. Et en fait, on a toujours été accompagné par les gens de cinéma, ne serait-ce que pour apprendre à raconter des histoires, pour apprendre à écrire nos histoires. Ça nous a ensuite, le savoir-faire, évidemment, a pu être monopolisé pour d'autres tâches en recherche, en particulier en archéologie. Et en archéologie, ce qui avait été conçu déjà il y a très très longtemps, j'ai travaillé beaucoup avec Serge Cassen et ce qu'on avait, alors qu'on était encore tout bébé presque, notre idée c'était d'utiliser la 3D pour pouvoir raconter l'histoire. En fait, au moment où on y avait pensé, les choses n'étaient pas prêtes et surtout nos statuts ne permettaient pas de mobiliser des budgets pour le faire. Et en fait, on s'est retrouvé un petit peu plus tard. Et notre posture, c'était vraiment d'aller du relevé jusqu'à la médiation en une forme continue avec des données qui pouvaient être exploitées en les transformant graduellement, mais toujours sous le contrôle de l'archéologue, en tout cas, pour aller faire la médiation. Et à chaque fois, cette question de la narration restait au cœur de notre réflexion, puisque c'est vraiment de se dire comment on raconte nos histoires avec ces, entre guillemets, nouveaux médias qui ne le sont pas toujours. Après, les défis principaux par rapport au travail que l'on a fait avec Marc Carou, c'était de faire ce passage justement du monde du cinéma au monde 360, qui posait des problèmes d'écriture, parce que pour le coup, on ne peut plus régler les regards comme on le faisait, des problèmes de cadre comme on les a évoqués ce matin. Caro avait fait un storyboard classique au départ, et il a fallu réinventer des formes de storyboard, et il y a un très très beau chantier de recherche-action, comme on le disait, sur la conception d'un storyboard en 360. Il y a plusieurs exemples qui existent, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour savoir comment on réalise un storyboard à 360. Et puis, et sur la direction d'acteurs et sur des questions de cadrage liées à la technique, je les évoquais un petit peu ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire en disant à ce moment-là, on va faire un gros plan, à ce moment-là, on va faire un insert, à ce moment-là, on va faire un plan général. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la direction d'acteurs et avec une démarche proche de celle du théâtre, où on va demander aux comédiens de se rapprocher de la caméra pour faire un gros plan, pour faire une adresse publique, pour un déplacement qui va nous emmener à regarder dans une autre direction ou différents types d'appels. Là encore, au niveau de la grammaire à 360, il y a pas mal de choses à investiguer. Encore, on sait qu'il y a Jessica Brillard qui a amorcé les choses. Moi-même, j'ai écrit des choses dans ce domaine-là. Et quel rapport avec l'école d'architecture? Comme ça a été dit un petit peu ce matin, c'est-à-dire, et au début de l'après-midi, c'est que en fait, on est maintenant dans un monde
qui va utiliser ces technos et qui les utilise de plus en plus. C'est-à-dire que déjà maintenant, si vous préparez vos vacances, vous regardez sur Google Maps à 360 si l'hôtel n'est pas trop près des poubelles et bien près de la plage ou s'il y a des boutiques à côté, etc. Donc on va voir que cette façon de pré-investiguer l'espace risque de se généraliser. On a toujours des problèmes de matériel, parce que le fait de s'équiper est quand même un obstacle. Donc, dès qu'on aura résolu cet obstacle, ça va aller très, très vite et très, très loin. Au niveau pédagogique, rapidement, on est sur 6 mois. On est sur des étudiants de master, master 1, master 2 et diplôme. À l'école d'architecture de Nantes, les masters sont mélangés, première année, deuxième année, diplôme. Donc, on est sur des équipes d'étudiantes qui sont en master. Ils ont 6 mois pour apprendre à écrire, pour fabriquer. Il y a une grande appétence à fabriquer. Donc, ils conçoivent en maquette, on l'a vu, ils conçoivent évidemment en plan, etc., avec les outils de l'architecte classique. Ils construisent les décors. Et le fait d'être avec une personne extérieure, c'est pour faire en sorte que l'exercice qui pourrait être un exercice d'école ne soit plus un exercice d'école, mais soit un vrai exercice professionnel qui les emmène dans des postures et des situations qui sont celles de la vie, de la création, avec des contraintes d'argent, de budget, de timing, de réception, d'artistes qui parfois changent d'avis en plein milieu, mais qui en fait sont tellement hyper créatifs que de toute façon on les suit jusqu'au bout du monde, même si nous font travailler la nuit. Et si possible des festivals pour pouvoir réceptionner le travail et le montrer au public. Donc cette année, on est un petit peu coincé et le Covid en même temps nous amène à être créatifs, c'est-à-dire qu'on se redemande quelles sont ces formes à la fois. Généralement, on a toujours un projet d'exposition et un projet lié au musée ou à l'exposition et puis un autre lié à la création filmique. Et là, c'est vrai qu'on est dans des circonstances où on est amené à réfléchir à des propositions alors que le public n'est pas forcément disponible. Donc, clairement, on va essayer des systèmes en ligne comme ça et de montrer les dernières créations en virtuel, en fait, complètement. Le thème du festival cette année, c'est le corps et la danse et l'espace. Donc, on est associé cette fois-ci à des chorégraphes et puis on essaie de faire réalité virtuelle, chorégraphie, cinématographie. Donc, un nouveau mélange tout à fait. Alors, il y a Marie-Laure Cazin qui voudrait intervenir et ensuite Christelle Lidl. Oui, bonjour. J'étais très intéressée par ce que vous faites à l'école de Nantes. Je voulais savoir s'il y a des traces ou s'il y a un endroit où on peut lire des choses sur la recherche que vous avez amorcée concernant la grammaire 360. Oui, alors j'ai publié, il y a une revue en ligne qui s'appelle Entre là où j'ai publié un article. Sinon, il y a une revue papier on a fait une publication aux éditions Garnier qui s'appelle Études digitales. Et le dernier numéro ou un des derniers numéros est consacré à l'immersion. Et là, j'ai produit des choses aussi. Et puis, je montre les travaux des étudiants à travers. En recherchant sur HAL, avec mon nom, il y a toutes les références vont apparaître. J'en profite pour repréciser à tous les auditeurs qu'il y a des liens attachés aux biographies de chacune et chacun des intervenantes et intervenants à la suite du programme sur le site internet de l'école, le site de la recherche. Vous avez informations sur les participantes et biobibliocytographie. Donc, il y a aussi quelques projets que vous pouvez retrouver avec ces liens en déroulant en dessous du programme après la deuxième journée. Voilà, je laisse la parole à Christelle qui voulait intervenir. Oui, je voulais reposer aussi une autre question qui est ouverte à la fois pour les intervenants de ce matin et de cet après-midi, puisqu'on a dans les projets que vous avez présentés, donc Laurent Lescoff, ce matin, donc vous construisez
malgré tout des lieux d'expérience. Là, on parlait évidemment de la situation actuelle qui va vous pousser à le faire à distance, mais vous parliez justement de cette relation aux objets Recording réels, has stopped. au contexte. On va relancer. Nous sommes liés à la technique. Donc, cette question du lieu de l'expérience, alors évidemment, dans la mesure où s'il n'y a pas lieu, la question se pose évidemment autrement, mais c'était une question malgré tout qui avait été abordée ce matin, donc cette espèce de prolongement du réel ou de doublement du réel pour dialoguer avec l'espace même de l'expérience immersive. Donc j'aurais aimé qu'on aborde ça parce que même dans les questions patrimoniales, ces lieux sont des lieux pour certains qui existent. Donc la place de ces expériences virtuelles par rapport à une architecture existante ou à un objet existant, comment vous par rapport à ça ou simplement des remarques par rapport au projet que vous avez mené ou que vous menez les uns et les autres. Je peux répondre rapidement et puis après je laisserai la place à mes collègues pour répondre. Je voulais juste dire en insert une chose qui a été assez déterminante, on ne l'a pas évoqué, enfin un petit peu avec le projet d'immersion qu'on avait en film, c'est la question de la figuration. Parce qu'en fait, dans les expériences dont on parle très très souvent, on est dans des espaces figuratifs et c'est intéressant aussi de se reposer la question et ça a été une espèce de révélation pour moi en travaillant avec l'artiste Yann Bolleux qui est à Montréal, que aborder ces questions-là dans un monde non figuratif bouleversait complètement tout ce que l'on pouvait imaginer en termes d'expérience spatiale, sonore, immersive, etc. Donc là, on a une piste à creuser tout à fait importante sur la question du non figuratif. Sinon, alors, par rapport à la question sur le patrimoine, pardon, j'ai oublié la question, parce que j'étais parti sur mon figuratif. Oui, c'était sur l'articulation, on va dire, entre la scénographie que vous mettez en place dans les dispositifs que vous construisez ou que vous avez construits et cette relation avec l'expérience immersive et que vous mettez en relation également avec des espaces ou des objets patrimoniaux qui sont soit le lieu même de l'expérience ou alors, je veux dire, des scénographies qui sont créées pour aborder ces questions, on va dire, de figuration virtuelle. Oui, alors là, effectivement, c'est une question fondamentale pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il y a beaucoup de sites patrimoniaux qui ne vont plus pouvoir être accessibles. Et de plus en plus, dans les modes de préservation, on commence à interdire le surtourisme. Alors peut-être que ça va s'arrêter maintenant, mais en tout cas, jusqu'à l'année dernière, le surtourisme, les survisites ont fait que pas mal de sites devaient être fermés. Alors, on a évoqué les destructions tout à l'heure, mais ce sont des cas extrêmes. Mais on a vraiment la question du surtourisme et de la mise à disposition. Ça veut dire qu'on est amené effectivement à proposer une expérience décalée. Alors, ce qui s'est fait à Lascaux, par exemple, et Chauvet d'une certaine manière, parce que Chauvet restitué est une forme d'immersion, même si c'est un objet complètement construit. Et c'est intéressant au niveau narratif parce que Chauvet est plein d'ellipses et finalement enlève dans ces ellipses peut-être des éléments essentiels à la compréhension du site. Et effectivement, on va être amené à recréer des expériences différentes qui vont être des nouvelles formes d'expériences patrimoniales. On a vu avec l'exemple de la mine là, qui était tout à fait passionnante. Quand il va falloir raconter ça, dans quel lieu on va pouvoir mettre ça, quelle va être la façon dont on va accéder à cette visite, est-ce que simplement on va rentrer dans une pièce puis hop, on va se promener. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Il faut vraiment, comme on l'a vu ce matin avec Martin, les parcs d'attractions nous donnent des solutions très très fortes sur la façon de mettre en condition
puisqu'on a à répondre dans ces visites, et c'est une question essentielle également, c'est quel est le statut du visiteur finalement, quel est le statut, quel est notre statut, quel personnage on incarne, puisqu'on est quand même dans une dimension narrative, quel personnage on incarne au moment même de la visite. Pour les grottes pariétales, pour lesquelles j'ai un petit peu travaillé, finalement, est-ce qu'on est simplement est-ce qu'on est un homme préhistorique de l'époque? Est-ce qu'on est une personne du Mésolithique? Quand on fera Gavrinis, est-ce que ce sera une personne du Néolithique? Est-ce que c'est finalement effectivement un mineur? Est-ce que ce sont les enfants du mineur? Et cette incarnation, cette personnalisation va être essentielle. Alors quand on le dit comme ça, on dit ouais, c'est peut-être simplement une espèce de fantaisie intellectuelle. Mais j'ai en ce moment une thèse que j'accompagne d'un étudiant qui est chinois et on travaille sur une visite virtuelle d'une peinture paysagère chinoise. Et en fait, il se trouve que les modes de représentation de la peinture chinoise sont totalement différents des nôtres, et en particulier sur le fait que l'image que l'on voit dans une peinture chinoise n'est pas une image réelle, mais c'est une projection d'un souvenir compressé d'une visite dont on ne garde que les impressions et que l'on rabat complètement à l'intérieur d'un cadre. Donc, ça veut dire que ce que l'on voit n'est absolument pas une réalité, c'est une image en 4 dimensions, puisqu'elle contient le temps d'une impression de visite. Et le défi que l'on a, c'est de se reprojeter, justement, de reconstituer la visite à partir de cette image. Ça veut dire que l'expérience virtuelle que l'on propose demandera de rentrer dans la tête d'un peintre chinois. Donc, ça veut dire qu'au niveau patrimonial, quand on est au niveau des mines, on se dit OK, mais dès qu'on va commencer à descendre au niveau préhistorique, on va se dire, mais finalement, les modes de représentation, et on l'a vu un petit peu ce matin avec Lucas sur la peinture à l'électron-plug, les modes de représentation, les modes de projection de l'espace que l'on pense établis parce qu'on est très fortement marqué par nos codes de représentation actuels, ne sont pas permanents en fait, et on peut faire des erreurs d'interprétation très très fortes dans les images que l'on montre si on estime que la façon dont on se projette visuellement, dont on se représente l'espace aujourd'hui, hier, fonctionne de la même façon. Donc ça veut dire que quand on va aborder des lieux culturels et patrimoniaux, il va y avoir aussi, par la scénographie, par la façon dont on va mettre en condition le visiteur, presque obligation de réamorcer quelque chose ou de réexpliquer quelque chose qui dira « Attention, vous allez peut-être entrer dans des codes de représentation qui sont très différents que ceux que l'on a actuellement. » Et les outils ne nous aident pas du tout pour cela, puisqu'ils sont complètement construits pour fonctionner dans les codes occidentaux. Mais ça, qu'on utilise n'importe quel logiciel 3D ou quoi que ce soit, on est dans les modes de représentation à l'occidental, c'est très difficile de s'en occuper. Merci beaucoup, Laurent, pour ta générosité dans tes réponses et ta précision. Je pense que c'est en effet l'un des grands impensés, en tout cas dans les projets, même dans les pédagogies, c'est-à-dire les modes de représentation et leur codification implicite dans les logiciels qui sont utilisés, c'est-à-dire qui ne sont pas questionnés parce qu'ils sont donnés d'emblée comme étant neutres, c'est-à-dire comme étant un support sur lequel on va venir mettre en place un projet, le construire, comme si ce support en question n'était pas déjà chargé culturellement, avec des conventions, avec des règles, avec des manières de se représenter le monde, et donc de le représenter aussi. Et ça, c'est très important de le redire. J'aimerais cependant qu'on revienne peut-être avec toi, Laurent, ou bien sûr d'autres intervenants, y compris du public, sur cet enjeu qui nous intéresse particulièrement dans notre programme de recherche et que Christelle a réamorcé en un sens. C'est comment aujourd'hui, dans l'évolution à la fois des appareils et de la création, on peut, et des logiciels bien évidemment, on peut envisager un nouveau rapport à la scénographie. Donc à la scénographie dans l'espace représenté et immersif qui est donné par le casque en lui-même,
c'est-à-dire on scénographie cet espace-là, bien évidemment, surtout s'il est narratif pour le déplacement des personnages dans cet espace et de notre déplacement si l'histoire permet le déplacement du spectateur, justement, du spectateur-acteur qui va se déplacer dans la narration, et le rapport à une scénographie dans l'espace physique, dans l'espace tangible, dans l'espace réel, où les deux plans, donc le plan virtuel et le plan réel, vont se rencontrer dans des objets, dans des décors, qui peuvent être des objets, des décors pertinents pour le spectateur qui intervient dans la narration en se déplaçant, mais également, pourquoi pas, à des personnes qui sont présentes dans l'espace concret, dans l'espace tangible, qui, eux, ne sont peut-être pas équipés de casques et qui ont un rôle à jouer dans cette narration sans être dans l'espace représenté virtuel qui est vécu dans le casque. Et ça, c'est des enjeux extrêmement importants en termes d'espace, en termes d'écriture et en termes de rapport à l'espace tangible à travers l'espace virtuel vécu dans le déplacement et l'immersion. On a en effet deux immersions qui se rencontrent et ça, c'est un enjeu qui nous intéresse particulièrement. Donc, je ne sais pas si toi, Laurent, tu as travaillé là-dessus et si les autres, même à travers le patrimoine et également les intervenants de ce matin sur les éléments historiques ou les auditeurs peuvent intervenir à cet égard. En tout cas, c'est une question qui est assez importante pour nous. Je dis juste, oui, c'est le sujet de cette année et on traite la question avec des chorégraphes. Voilà. Et je voulais intervenir pour ajouter un point, pas tellement pour répondre à la question, pour l'empirer en fait, pour l'accentuer encore plus. Parce que j'ai parlé de photogrammétrie, mais depuis l'année dernière, il y a une nouvelle technologie qui est en train d'émerger. Vous allez très simplement comprendre en quoi elle consiste. Imaginez qu'au lieu de faire des photos, vous fassiez des vidéos. Ce qui veut dire qu'on n'est plus obligé de reconstruire en 3D un élément fixe, mais qu'on peut aussi reconstruire des éléments en mouvement sur la durée. Et c'est une expérience qui a été menée à la fois par Intel, le producteur de microprocesseurs, mais aussi par Canon, par Nikon, par toute une série de grosses compagnies. Et là où ça rejoint la question, mais où ça va appuyer encore un peu plus dessus, c'est que c'est les deux premières choses qu'ils ont fait avec ce procédé. C'est d'une part de capter l'intégralité d'un match de rugby de la Coupe du Monde, si bien qu'on pouvait être à la place de n'importe qui, y compris à la place du ballon si on a envie, ce qui risque d'être bizarre dans un match de rugby, mais c'était possible. Et d'autre part, ça a été expérimenté pour un concert, ce qui veut dire qu'on peut être en réalité virtuelle à côté du chanteur si on en a envie, à n'importe quelle place parmi les spectateurs, voire même en survol en hélicoptère au-dessus si on a envie. Donc cette problématique de la façon dont ces technologies vont être utilisées, on se rend compte que finalement, on cherche simplement pour le moment à virtualiser la scène et le spectacle tel qu'il est, ou la grotte, effectivement, parce que je sais aussi que la grotte Cosquet, elle, est en train d'être numérisée complètement puisqu'elle est immergée et pas visitable. Il y a toute une série comme ça. On cherche pour le moment simplement à dupliquer et à essayer de reproduire dans le virtuel ce qu'on aurait fait si on avait été dans le réel. Or, je pense que ça est une lourde erreur, en fait. Il y a eu trop de différences et l'expérience spatiale qu'a le spectateur dans les deux cas est fondamentalement différente et ne peut pas engager les choses de la même manière. Mais je n'ai pas plus de réponses que ça sur ce terrain-là. Je crois que ça va se construire au fur et à mesure des expériences, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais ça interroge, par exemple, quelque chose de très connu dans le monde du cinéma et dans la narration cinématographique, c'est ce qu'on appelle la vision subjective. C'est d'être à la place de l'un des acteurs ou du héros, de se retrouver tout à coup dans sa peau. Et c'est quelque chose que, on le sait, je suis obligé de l'évoquer parce que dans tous les dispositifs, dans l'histoire du cinéma, il y a toujours un type de cinéma de genre extrêmement particulier qui a expérimenté des choses. Dans le cinéma pornographique, la question de la subjectivité, d'être à la place de tel ou tel acteur ou actrice, a été assez vite expérimentée. Et la question de la subjectivité dans la narration, mais y compris de la subjectivité dans la restitution patrimoniale, quand elle est scénarisée, d'être à la place du mineur, c'est-à-dire pas seulement d'être en compagnie du mineur ou à côté du mineur, mais avec ce type de technologie, d'être à la place du mineur et descendre au fond et faire cette expérience. On peut penser au cinéma 4X qui avait été évoqué ce matin également. Mais c'est vrai que là, si on est capable désormais de faire de la reconstruction vidéo d'objets en mouvement,
effectivement, du point de vue de ce qu'on appelle la subjectivité, du point de vue subjectif au cinéma et son rôle dans la narration, ça prend encore une dimension nouvelle à cet égard, c'est juste. Alors, j'aurais juste une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé parce que je viens des études audiovisuelles à la base. Donc, le cinéma est un peu mon point d'accroche. Et effectivement, je pense notamment à un film qui s'appelle La Dame du Lac de Montgomery, qui est intégralement filmé en plan subjectif. Et ça, c'est ridicule en fait, parce que quand il s'allume une cigarette, on voit la cigarette en bord cadre avec la fumée devant la caméra, et en fait, la caméra dénonce sa propre présence avec ce genre de point de vue subjectif systématique. Par contre, je vois une différence très forte avec le jeu, c'est-à-dire que quand on est dans un jeu, et que là on est actif, on n'est pas devant une image qui se déroule sans notre intervention, là par contre c'est beaucoup plus facile d'accepter le point de vue subjectif et d'être immergé dans un univers dans lequel on peut se déplacer en fonction de ses désirs. Donc, et par contre, c'est assez désagréable de regarder quelqu'un jouer, on s'ennuie très vite. Justement, parce qu'on n'est pas actif, on n'est pas le centre de ce qui se passe. Et je pense que ça va faire une différence du coup de type de narration entre une visite où on se laisse guider même dans un univers tridimensionnel et une visite où on est actif et où on prend part à ce qui se passe. Christelle va intervenir à son tour. Oui, je voulais justement, c'est-à-dire que vous abordiez, enfin Laurent Lescope, tu abordais la question du fait que vous alliez travailler en chorégraphie. C'est vrai que le théâtre et la chorégraphie déjà explorent ces questions de présence en fait des autres participants. Moi, il y a quand même maintenant quelques années, j'avais suivi le spectacle d'un chorégraphe, enfin, d'un scénographe belge qui s'appelle Éric Joris, que tu connais peut-être, et qui justement développait avec l'ingénieur avec qui on avait commencé à travailler des spectacles justement immersifs où la présence, il y avait des actants, donc il y avait des personnes qui dirigeaient les autres personnes sur scène, et on voyait aussi la présence des autres personnalités. Donc il y avait à la fois des avatars qui étaient dans le monde virtuel, il y avait des actants qui accompagnaient le public, et il y avait le public qui était lui-même représenté dans la scène et qui agissait sur la scène. Donc c'est vrai que la théâtralisation de l'expérience immersive, c'est vrai que là on a une porosité avec l'espace en tout cas scénique, et l'écriture en effet s'y apparente. Et c'est vrai que là je reviens en effet sur cette question qu'a ressoulevée Ludovic et qui est vraiment au cœur de notre intérêt, c'est que on voit aussi, alors on parle de développement technologique, et c'est vrai que là il y a un espace, moi, que je trouve absolument fascinant avec le Quest, dont j'apprécie aussi la dimension grand public. Je pense que c'est très important que ça se démocratise parce que ça développe l'expérience. Mais il y a une chose tout à fait fascinante avec le Quest, c'est quand on est hors de la zone d'expérience et tout d'un coup, on a cette vision de l'espace, et il y a une sorte de traversée entre l'espace virtuel et l'espace réel, et c'est une chose, je pense, extrêmement intéressante et troublante. Alors il y a l'expérience des HoloLens qui sont cette expérience en fait de réalité augmentée immersive. Alors on appelle ça la XR, enfin on a tous les termes qu'on veut par rapport à ça, mais cette question justement de l'espace de l'expérience, et en effet le fait que le corps est immergé dans cet espace, on a une projection à la fois physique et mentale qui nous donne, et je pense que on va avoir toutes les informations demain sur la dimension de l'expérience sensimotrice, émotionnelle, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, ça soulève ces questions du lieu, de l'espace, de l'expérience, de ce ici et maintenant, à la fois
ici et maintenant dans l'histoire, ici et maintenant dans l'espace et dans la projection de l'histoire qu'on nous raconte ou auquel on nous invite. Donc c'est vrai que ce serait intéressant parce que je pense que même dans la dimension patrimoniale, ces questions se posent. Je pense que même si c'est dans l'espace ou même par rapport à un objet, ça doit être assez troublant d'être face à cette sculpture et de percevoir finalement le volume de ces eaux qui sont pris à l'intérieur de cette gangue et le fait de le voir là, dans cette superposition à cet objet, comme d'être dans l'espace et de se mouvoir, d'avoir cette relation en effet au volume, participe de la compréhension ou de l'expérience que l'on fait, qui est à la fois en effet de la connaissance autant qu'un espace sensible au sens narratif du terme. Je suis tout à fait d'accord avec le Quest et ce que le Quest change. Il y a quand même un bouleversement assez fort et je suis très sensible à cette façon de parler justement de la grille du gardien. Quand je fais essayer le Quest la première fois, je fais toujours en sorte que l'utilisateur ou l'utilisatrice soit à l'extérieur, voit le gardien, voit cette grille comme ça devant, et je dis pénétrer dans ce monde. Et donc il y a ce franchissement, et je fais exprès vraiment de faire commencer l'expérience à l'extérieur pour qu'il y ait ce franchissement, cette immersion, là pour le coup, au sens vraiment propre, et la réalisation que on est autre part. Et après ce retour, on a vraiment l'impression de sortir de l'eau, où on passe ses mains, on passe sa tête, on regarde si on peut mettre la moitié de son corps dedans, la moitié de son corps dehors. Et ça, c'est vraiment une expérience tout à fait extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et par rapport à la scénographie, je sais ce que le Quest fait bouger, en tout cas en termes d'appréhension de l'espace. Et on a fait un projet l'année dernière avec des collègues en Floride qui était la visite d'un relevé. Donc, on avait fait un relevé laser et photogrammétrique d'un site complet. Et l'idée, c'était de dire comment on arrive. Et là, encore une fois, on est au cœur de cette question scénographique, c'est-à-dire comment on arrive à faire appréhender un site global, qui est un très grand site, finalement, en arrivant en virtuel, alors qu'on est dans un point de vue, finalement, qui n'est absolument pas global. Alors, au début, on avait imaginé on s'était dit, on pourrait atterrir, on pourrait voler, etc. Mais tout ce qui est expérience un peu contre nature de cette façon-là peut être mal vécu et surtout. Et finalement, ce qu'on s'est dit, ce que j'ai proposé, c'est de tout simplement mettre le site sur une table. Et on arrive dans un lieu qui est comme un lieu de visite. Et avec le Quest, on peut vraiment se promener virtuellement. Donc, tout le site était posé comme une maquette à l'échelle. Et on pouvait voir comme ça, tourner autour. Et puis à un moment, on dit je vais être là. Et au moment où on dit je vais être là, hop, on y est. C'est-à-dire qu'il y a un petit tour de magie, juste, et on change de dimension. Et on passe de cette dimension aérienne où on regarde les objets depuis le haut comme des géants à être sur place et pouvoir regarder en étant immergé. Alors ça, c'est un exemple de scénographie justement que permet le Quest. Alors, il faut une salle qui soit adaptée, dont les dimensions correspondent à celles de la salle de départ. Et après, pour pouvoir tourner autour de cette maquette, et c'est toujours amusant de voir comment, même dans la virtualité, on respecte les codes et les usages de la réalité. C'est-à-dire que naturellement, on ne va pas à travers les meubles, alors qu'on pourrait décider que l'on peut aller. On s'évite les uns les autres. C'est toujours amusant de voir comment quand on est dans plusieurs avatars dans le même espace, on dit « Oups, pardon ». Alors qu'on peut être super loin les uns des autres, et on dit oups, pardon. Et puis après, effectivement, de plonger, changer d'échelle, c'est un sentiment tout à fait étonnant, spectaculaire, mais ça marchait très très bien en termes de scénographie, justement. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres des compléments à apporter d'expérience, de projet, n'hésitez pas. Au niveau technologique, Philippus. Oui, on a parlé tout à l'heure de photogrammétrie pour reconstruire l'environnement qu'on a capté réel. Il existe maintenant des nouvelles technologies, c'est avec les scanners 3D. Donc on fait de la télémétrie. Évidemment, là aussi, on obtient des nuages de points et comme il y a des caméras, on a des points couleurs.
C'était une question technique, mais alors, j'explique un peu la question technique, mais il faut voir aussi l'intérêt après pour les utilisateurs. C'est qu'en faisant évidemment des nuages de points, il en faut énormément pour avoir une reconstruction de surface assez précise. En mettant les couleurs, évidemment, on peut passer au niveau des images de synthèse, on fait en général des polygones, triangulation pour colorier les surfaces, puis reconstruire l'environnement 3D. Mais maintenant, on peut se passer de ces étapes-là avec les scanners 3D, même si on a des milliards de points, on peut naviguer directement dans ces environnements que l'on peut évidemment facilement intégrer sur un simple PC. On n'a pas besoin d'une puissance énorme. Mais ça, c'est des travaux qui ont été menés par le CEA Tech en France. Et puis, une entreprise Light & Shadow que je connais bien l'a exploité commercialement et ça va être licencié. Et normalement, vous allez trouver ça sous Unity. Donc, c'est une autre approche qui peut être intéressante pour vous, plutôt que de prendre des caméras à 360 degrés. Parce qu'évidemment, quand on prend une caméra à 360 degrés, l'utilisateur, il doit se trouver là où on a la caméra. Et il ne peut pas se déplacer lui-même dans cet environnement. Il est positionné là où on a filmé. Par contre, là, avec des scanners 3D, on va pouvoir reconstruire l'environnement en 3D et la personne aura la liberté de se déplacer, évidemment tout le temps en respectant une certaine dimension, puisque évidemment, le scanner 3D, comme la photogrammétrie, comme il a expliqué l'intervenant tout à l'heure, on ne capte qu'évidemment ce qu'on a vu, donc ce que le capteur a vu. Si le scanner a vu certaines parties, s'il y a des parties qui sont cachées, il ne va pas les voir non plus. Mais ça, c'est intéressant parce que il faut voir que pour les artistes, pour vous avez maintenant beaucoup plus de possibilités d'avoir un environnement immersif dans lequel on va pouvoir agir ou au moins observer si on reste spectateur. Ça dépend si on reste spectateur ou si on est acteur. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'était juste un petit point pour dire qu'il y a des nouvelles technologies. Bon, les scanners 3D ont encore d'un certain coût, mais pour des bonnes réalisations, ça peut être intéressant de pouvoir à ce moment-là avoir plus la contrainte qu'on a dans une vidéo 360 degrés où on est en général spectateur et le point de vue, évidemment, le point de vue qui a été donné par la captation, on ne peut pas évidemment se déplacer. Il y a aussi une autre chose, au lieu d'avoir qu'une caméra 3D, on peut avoir un ensemble de matrices 3D, c'est ce qu'on appelle les techniques de light field. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein. Il y a différentes techniques, bon, c'est assez compliqué au niveau des principes, mais on peut imaginer déjà, l'école des mines, mes anciens collègues travaillent là-dessus, par exemple, mais il y a aussi Ubisoft, Technicolor qui fait ça. Vous mettez toute une série de caméras, une matrice de caméras, mettons 4x4 ou 8x8, hein, évidemment. Les caméras, maintenant, ça ne coûte pas très cher, les petites caméras webcam. Et à ce moment-là, vous avez filmé plusieurs points de vue. Ce qui fait que l'observateur, il va pouvoir se déplacer légèrement de droite avant, un peu en avant ou en arrière. Il se déplace dans certains volumes, mettons un mètre cube, et il peut donc comme ça lui-même mieux percevoir l'environnement 3D qu'en étant dans un point de vue simple, fiché, celui de la caméra 360 degrés. Donc là, c'est ce qu'on appelle un peu bizarrement par une captation 6D ou une autre 3D. Est-ce que vous connaissez ces techniques-là Oui, absolument. D'ailleurs, je cherche un lien pour pouvoir vous montrer un peu. J'avais une vidéo sur ça. C'est un monsieur qui s'appelle Paul Delbecq, notamment, qui travaille sur tout ce qui est extraction de données depuis des images et notamment sur les problématiques de restitution de texture, de ce genre de choses, et qui a mis au point la technique du light field, justement. Il l'a amélioré récemment parce que justement, il l'a porté en vidéogrammétrie. Donc maintenant, ce plus des appareils photo, c'est même des vidéos et on peut du coup se déplacer dans une certaine mesure dans un film en vrai 3D virtuel. Sur le scanner, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, le scanner pose des problèmes que la photogrammétrie ne pose pas et inversement. Par exemple, et les deux sont très complémentaires. Et d'ailleurs, on a aussi utilisé un scanner laser pour reconstruire une partie du site avec des photos. Parce qu'en fait, le scanner laser fait une mesure directe et très précise, alors que la photographie opère par triangulation et perd un peu en précision. Donc ça, c'est l'avantage du scanner.
Par contre, le scanner, lui, ne fait qu'un relevé laser, donc il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune texture. Et du coup, il fait aussi une photo panoramique avec la couleur sur le relevé de points pour qu'on ait quand même une colorisation. Mais cette colorisation est de très mauvaise qualité et ne permet pas du tout d'être exploitée dès qu'on veut une finesse un peu importante au niveau des textures. Et c'est pour ça que les deux ensemble vont très bien. Et je conclue en disant juste une petite chose, c'est que le dernier iPhone 12 Pro, c'est pas le moins cher, on est d'accord, mais il intègre désormais un petit scanner laser et un appareil photo précisément pour pouvoir mixer les deux et pouvoir faire de la reproduction 3D très rapidement et pour le grand public. Donc ça vient très fort, toutes ces technologies. Au niveau des scanners professionnels, la couleur est aussi acquise. Hein. Oui. On a un centre de recherche qui travaille dessus sur la reconstruction, mais c'est plutôt pour les routes et pour le trafic routier. Mais on peut reconstituer. Mais le laser ne contient pas avec des points colorés, on peut reconstituer un environnement. Et ce qui est nouveau actuellement, c'est qu'avec un PC un peu puissant, mais sans être trop puissant, on peut mettre un casque, un visio-casque sur la tête et naviguer, se déplacer dans cet environnement assez simplement. La qualité d'image, il y a encore du travail à faire. C'est sûr qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais on n'a pas la même qualité, évidemment, qu'avec des caméras, mais on va s'en rapprocher. S'il vous plaît, les intervenants dans les échanges, quand vous citez des noms de sociétés ou de projets, n'hésitez pas, si vous avez sous la main un lien, à le mettre dans le chat, ou même les noms des entreprises, des personnes que vous citez ou des projets, à les mettre dans le chat aussi, comme ça permet à l'ensemble des auditrices et auditeurs de pouvoir récupérer l'info, parce qu'on ne sait pas parfois comment ça s'écrit et ça peut être assez long de le chercher sur Internet en même temps. Shadow, je vais l'écrire. Pour prolonger ce que disait Philippe, c'est vrai que maintenant dans Unity, on peut déjà mettre des nuages de points assez conséquents dans Unity. Il y a différentes façons de le faire et puis il y a des plugins maintenant et des codes qui sont accessibles. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on règle de cette façon-là moins l'espace architectural que les végétaux. Puisqu'en visite virtuelle, le gros problème que l'on a, c'est de gérer les végétaux. Alors, soit ils sont modélisés, c'est assez affreux, soit ils sont enlevés, et puis c'est complètement désertique. Et le fait de pouvoir réintégrer les végétaux sous la forme de nuages de points, d'abord, c'est une très, très grande poésie. Ça permet d'avoir une espèce d'approche pointilliste de l'environnement végétal, et c'est vraiment très, très beau. Et en plus, ça libère justement de cette question de savoir quoi faire avec les végétaux, sachant que ce soit un relevé laser ou photogrammétrique, il faut faire beaucoup de jardinage pour différencier le végétal du construit. Mais si on peut garder le végétal et le réexprimer sous forme de nuages de points, ça c'est vraiment idéal. Alors, c'est vrai qu'il y a des limites, mais les derniers tests que j'ai faits dans Unity pouvaient quand même monter pas mal. On commençait à attaquer les millions de points en temps réel dans le Quest. Hein, c'est-à-dire c'était même pas le Quest relié à l'ordinateur profitant de la puissance de l'ordinateur, c'était le fichier APK mis dans le Quest qui tournait indépendamment et qui bénéficiait simplement de la puissance de la machine, ce qui est quand même assez remarquable. Alors maintenant, avec le link, on va pouvoir encore faire mieux puisqu'on va pouvoir garder le lien avec la machine et puis profiter de sa puissance pour avoir l'affichage du nuage de points. Et là, on peut avoir des choses qui sont vraiment très, très belles. Pendant que j'y pense, pour la reconstruction avec un ensemble de matrices Light et Shadow, vendredi prochain après-midi, je pourrais renvoyer le site, il y a un doctorant qui va présenter justement la reconstruction de personnages ou d'environnements dans lequel on peut se déplacer sur une certaine distance, on peut changer de point de vue, qui permet une meilleure perception de la vision 3D de l'environnement ou des personnages, parce qu'il travaille aussi sur les personnages, donc tout à partir de caméras, et donc on a une reconstitution qui peut être intéressante. Donc je vous renverrai la référence. Ça peut intéresser, comme c'est évidemment les thèses maintenant sont en visioconférence, tout le monde peut y assister facilement. En termes de scénographie, maintenant, effectivement, idéalement, il faudrait réussir à projeter le visiteur à l'intérieur de l'espace
qu'il y ait un avatar qui puisse se faire à la volée et qu'on puisse se projeter dans l'espace virtuel à visiter. Donc les avatars à la volée, ça se fait. Maintenant, il y a une société à Nantes qui fait des avatars rigués en moins d'une minute et puis on peut les intégrer dans Unity et travailler avec. C'est vrai qu'il y a un défi intéressant là pour repeupler les scènes et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de vivant à l'intérieur. En fait, c'est la vie qui nous manque toujours. Et cela dit, se retrouver face à son propre avatar lors d'une visite, ça fait un peu bizarre. Merci beaucoup pour vos échanges. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour le moment, personne ne s'est manifesté. S'il y a des gens qui ne sont pas encore intervenus et qui voudraient intervenir, même pour des questions qui leur semblent assez simples, n'hésitez pas. Je crois que en ces matières-là, toutes les bonnes questions sont bonnes à prendre. Sinon, si personne ne souhaiterait intervenir ou questionner d'une manière ou d'une autre les intervenants de ce matin ou de cet après-midi, on conclura. Donc, je vous laisse la possibilité. Il y a Marjolaine Bellan qui aimerait prendre la parole, donc elle peut la prendre. Oui, bonjour. Je suis présentement au Québec. Je me suis joint à vous assez tardivement. Alors, j'aimerais savoir si la présentation est filmée. Est-ce qu'elle sera accessible? Oui, tout est enregistré, je vous rassure. Donc, vous pourrez avoir accès à l'ensemble depuis ce matin. C'est vrai qu'avec 6 ou 7 heures de décalage, c'est pas évident. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une intervention, une remarque? Oui. Juste sur ces histoires de nuages de points, je l'ai passé rapidement à la fin, mais la salle du jeu de pommes, par exemple, de Rennes, le bâtiment donc, a été scanné au scanner laser. On arrive à peu près à 800 millions de points et on peut naviguer dans l'intégralité du bâtiment sur 3 étages et une centaine de mètres de long, avec une résolution assez en tout cas utilisable pour un archéologue pour vérifier un certain nombre de choses au niveau de l'architecture. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on peut rajouter des outils d'interaction de type tablette qui peuvent en plus générer des plans de coupe dans le bâtiment en temps réel et qui permettent vraiment de se localiser là pour le coup en 2D dans la 3D. Et là aussi, c'est des outils qui sont relativement intéressants et pratiques. Oui, là, je vais expliquer simplement le principe, mais on peut avoir tous les outils après. Et après, évidemment, que le CEA a fait aussi un outil, une plateforme pour la modélisation physique. Hein. On est capable, évidemment, d'intégrer des objets virtuels et de pouvoir avoir les interactions, etc. Ce n'est pas un nuage de points qui est simplement représenté visuellement. On a évidemment toute la reconstruction physique de ces environnements et on peut faire beaucoup d'usages. Alors évidemment, les usages au départ, par exemple, c'est plus pour vous donner un exemple, hein, mais qui n'est pas du tout artistique, c'est dans les usines et dans les chaînes de montage des entreprises, des constructeurs automobiles, quand ils veulent modifier la chaîne de montage pour mettre des robots, bon, évidemment, la chaîne de montage, ils n'ont plus le modèle numérique puisque ça a été évolué en le temps. Donc, on rescanne tout ça en mettant évidemment le scanner et en prenant une certaine couleur. Évidemment, la qualité de couleur n'a pas beaucoup d'importance ici puisque c'est de la conception. Et on remet des robots, des modèles de robots qui sont connus, bien sûr, par les industriels qui vendent ces robots. Et on intègre tout ça pour, évidemment, tester un processus industriel. Alors, évidemment, c'est éloigné de vos préoccupations. Il faut bien comprendre qu'on a énormément d'outils qui vont être maintenant de plus en plus accessibles sur des grands logiciels. Bon, il reste évidemment le coût. Alors, entre le scanner qu'on peut avoir sur le dernier smartphone et le scanner professionnel qui va coûter 20 000 euros ou 10 000 euros, évidemment, il y a une marge, mais c'est quand même quelque chose qui sont exploitables. Bon, il y a 25 ans, quand on commençait la réalité virtuelle, les caméras coûtaient une fortune. Hein. On prenait des caméscopes qui n'étaient pas très riches et les caméras coûtaient très cher, la numérisation coûtait très cher. Bon, maintenant, les caméscopes, une caméra, ça ne coûte plus rien. Donc, il va falloir un certain temps aussi pour que les scanners 3D, via les smartphones ou indépendamment des smartphones, et soit d'un usage grand public. Il faut bien comprendre que ça donne des ouvertures pour vous sur la captation du monde réel. Hein.
Alors, y a-t-il encore une intervention ou une question? Juste une dernière de ma part. Tout à l'heure, vous évoquiez la question de l'incarnation, ou en tout cas de la perception d'un objet. Or, ça, c'est quelque chose auquel nous avons été confrontés assez récemment, et je sais que les chercheurs du musée du Quai Branly également, hein, qui ont lancé une campagne de numérisation via tomodensitométrie d'un certain nombre d'objets de leur collection. Nous, on a eu la même confrontation avec des objets, des wampum de deux nations, Premières Nations du Québec, hein, les Hurons-Wendat et les Abénaquis, qui est qu'à partir du moment où en fait on peut accéder à l'intérieur d'objets, en fait on arrive sur des informations sensibles, en tout cas qui ne le sont pas de prime abord aux chercheurs, à l'archéologue, mais qui le sont pour ces communautés. Et après se pose le problème de on a accédé à des choses invisibles, mais sur la restitution, est-ce qu'il est possible de restituer ces éléments-là au grand public ou à un public assez large? Et là, c'est des questions quasi d'éthique qui se posent à nous. Et effectivement, c'est quelque chose qui vont devenir en tout cas importante pour nous. Et sur le côté incarnation, et ça, c'est quelque chose qui nous a surpris aussi, par rapport aux deux communautés des nations au Québec. On a travaillé sur des wampum qui sont donc des ceintures de coquillages qui sont conservées au trésor de la cathédrale de Chartres, hein, qui était un don de ces communautés euh, au, à la cathédrale qui avait permis leur évangélisation. Et en fait, donc on a travaillé sur ces wampum, on a numérisé, on a scanné en tomodensitométrie ces objets, et c'est tout de suite posé la question de pouvoir offrir à ces communautés la possibilité d'avoir un clone numérique de ces objets, puisqu'ils ne demandaient pas et ils ne demandent aucunement le retour de ces objets dans leur communauté, puisque c'est un don de ces communautés au chapitre de Chartres. Par contre, ces objets, à partir que ça soit l'objet physique ou l'objet entre guillemets double numérique, il est profondément incarné pour eux, puisque en fait, ils font relativement peu de différence entre les deux objets. Et là aussi, en tout cas, ils nous ont demandé à ce qu'il y ait des éléments qui étaient invisibles, qui ne puissent être perçus par d'autres que les membres de leur communauté. Donc ça, c'est des éléments effectivement de l'incarnation que, en tout cas moi, en tant qu'archéologue, qui travaille sur des artefacts entre guillemets qui sont quotidiens pour moi, je n'avais encore pas perçu en fait. Ouais, moi, je suis très très sensible à cette question. J'avais vu la réaction de chercheurs étrangers quand on a commencé à parler de visualisation culturelle. Effectivement, il y avait eu une réaction très très forte en disant que là, on touchait quelque chose qui allait être un nouvel enjeu. Alors, en plus, on sait qu'on a on est dans une période un peu épidermique sur les questions culturelles, et il faut faire attention justement maintenant à ce que l'on raconte. C'est vrai que si on disait, on vous propose une expérience virtuelle où vous allez rentrer dans le tombeau d'un roi, vous allez vous allonger à côté du squelette parce que c'est rigolo et comme ça vous vivez mieux, je pense qu'on aurait des réactions aussi un peu d'interrogation, en tout cas, sur le bien fondé de ce type de démarche. Et c'est vrai que par rapport à des objets que l'on connaît moins bien, ou dont l'environnement, en tout cas, symbolique, parfois peut nous échapper, on peut être amené à faire des erreurs importantes. Et je trouve que c'est un sujet tout à fait passionnant de commencer à s'emparer de ça, surtout que on a des techniques maintenant qui nous permettent de tout faire, d'aller partout et finalement de manipuler tout ça sans considération, de revenir profondément à ce que représentent ces objets. Je parlais de l'accès à des sites archéologiques de la même façon, de dire on va aller partout. Est-ce que c'est vraiment une chose à envisager de dire tiens, les cimetières, des lieux qui étaient sacrés, est-ce qu'on va pouvoir les fouler comme ça parce que simplement je peux le faire, ou est-ce que c'est pas une occasion tout à fait intéressante de se réemparer de cette question et de la prendre en charge, et puis de dire notre méconnaissance peut être source justement d'une
d'un apprentissage de ce qui peut être symbolique, de ce qui peut être sacré, ou simplement de l'abandon de schémas. Je sais que on avait vu avec Jean-Michel Jeunesse la question des sites des aborigènes où pas mal de peintures pariétales ne sont pas faites pour être vues, tout simplement. Elles sont faites pour être invisibles. Et par rapport à ça, le fait d'y aller est complètement à l'inverse finalement de ce que sont ces objets. Donc c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire, et on ne peut pas comprendre justement ces questions d'altérité, on ne peut pas comprendre l'autre si on se permet tout de façon grossière. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est de pouvoir utiliser ces nouvelles potentialités pour se réinterroger, pour se reposer ces questions-là. Et je trouve que l'exemple, effectivement, ces objets sacrés qui peuvent être sacrés ou considérés comme tels que l'on peut désosser, c'est un sujet tout à fait passionnant. Je trouve vraiment très très bien. Et moi, je trouve ça tout à fait passionnant, en effet, et très paradoxal, à travers la fameuse momie du chat dont on aura beaucoup parlé cet après-midi, finalement. C'est cette idée je rebondis là-dessus, de révéler l'invisible par de nouveaux moyens, mais révéler l'invisible qui ne doit pas être rendu visible. On est justement exactement dans ce rapport du respect d'un code symbolique d'une altérité, qu'elle soit une altérité contemporaine à travers une culture qui perdure et qui n'est pas la même que la nôtre, ou à travers une altérité ancienne, dont la culture, bien sûr, nous est très éloignée également dans le temps, et où on a une forme on se donne bonne conscience d'une certaine manière. Je mets tout ça avec des guillemets, évidemment, parce que là j'improvise quelque chose. On se donne bonne conscience en se disant qu'on respecte les objets parce qu'on ne les fracture plus pour regarder à l'intérieur, et en même temps, on révèle dans le visible quelque chose qui aurait dû rester invisible. Et cet aurait dû, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que c'est simplement l'écart historique qui nous permet de passer par-dessus? Est-ce que c'est par le fait que, par exemple, les civilisations égyptiennes de l'Égypte ancienne ont disparu? Ou est-ce que c'est simplement le regard insatiable occidental de connaissance absolue de tout et de la réalisation immédiate du possible dès que c'est possible? Si c'est possible, il faut le faire. Et en effet, il y a une réflexion profonde à mener de ce que ça signifie respecter l'altérité, respecter la culture de l'autre, respecter le passé. C'est la dialectique très, très naturelle de l'archéologue, hein, c'est-à-dire fouiller, c'est révéler, fouiller, c'est trahir et détruire. C'est inévitable. C'est à la fois respecter et profaner. On le sait très bien. Alors, c'est aux archéologues de se prononcer, bien évidemment, mais on pourrait poser la question aussi, qui sont les archéologues? Et un archéologue aborigène, quel est son rapport aux peintures pariétales anciennes faites pour ne pas être vues? C'est des questions qui sont profondes, hein, qui sont philosophiques, qui sont éthiques, et qu'on ne peut pas résoudre comme ça par oui ou par non. Oui, la connaissance doit dominer, on doit de toute façon le faire, ou au contraire, c'est le respect absolu qui doit dominer, et donc on doit laisser les propres cultures faire leur propre archéologie, leur propre histoire, leur propre divulgation, leur propre pédagogie et médiation, ou alors dire on ne sait pas, on ne décide pas, on voit au cas par cas, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt une casuistique peut-être qui est là en jeu. C'est à chaque fois une situation singulière, et je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue sur l'acte de vouloir connaître par des médiations appareillées, c'est une profanation, ou alors c'est un respect qu'on ne pouvait pas avoir jusque-là parce que ces dispositifs n'existaient pas. Je ne pense pas qu'on puisse trancher aussi nettement, et c'est sans doute du cas par cas, et comme ça a été très bien dit, d'une certaine manière, on peut le comprendre comme étant plus évident à l'égard de la momie du chat et moins évidente à l'égard de poupées Hopi, par exemple, dont on sait toute la charge
symboliques, culturelles, politiques aussi, et les polémiques qui l'ont entouré récemment pour des volontés de restitution exprimées par les Premières Nations de l'Amérique du Nord. Je crois qu'il y a une demande. Marie-Laure, je crois, c'est ça? Oui. Oui, en fait, au-delà de la question du respect, ça me faisait penser aussi à la question qui se pose au cinéma, mais qui est la part d'imaginaire dans l'appropriation. En fait, ce qu'on ne montre pas, par exemple, dans un hors-champ, c'est aussi ce qui va produire une activité imaginaire chez le spectateur qui va faire qu'il va peut-être s'engager plus avant dans la narration. Et c'est quelque chose aussi qui est questionné avec le 360 et la VR, la question de l'interaction et de l'engagement, parce que c'est une interaction physique, c'est pas forcément une interaction imaginaire, et quelle est l'une par rapport à l'autre, qu'est-ce qui engage le plus le spectateur. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que la mise à l'épreuve avec du non figuratif est tout à fait bonne pour commencer à aborder ces questions-là. Parce que tant qu'on est dans le figuratif, on est sur des modes finalement de pensée, de représentation dans lesquels on est soit confortable ou conforté en tout cas. Mais explorer le non figuratif est une première façon d'avancer dans cette première réponse. C'est extrêmement troublant d'avoir une expérience comme ça dans un espace non figuratif, mais dans lequel on va repérer malgré tout des temporalités, des espaces, on va reconstruire des repères. Et c'est vraiment une première façon d'avancer vers ce type de résolution de problème. En tout cas, de jouer le décalage nécessaire pour pouvoir réaborder après les questions de culture et de différence finalement de mode de représentation que l'on peut avoir autour de soi. Et effectivement, comment on réaborde, et c'est ce que j'évoquais ce matin par rapport à la question du hors-champ, effectivement, ce hors-champ dans lequel on loge l'imaginaire dès qu'on est à regarder un film ou lire un livre. C'est presque un défi, mais c'est un défi tout à fait passionnant dans l'écriture pour l'immersion de savoir redonner du hors-champ, finalement. Et je trouve qu'il y a un très très beau défi par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. À moins d'une question vraiment urgente ou d'une réaction immédiate, on va clore la journée à l'heure qui était prévue, donc c'est plutôt formidable. En tout cas, les échanges ont été très riches et je remercie infiniment les intervenantes, les intervenants, également le public. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h pour l'accueil et la connexion, et à partir de 9h30, on aura l'introduction. La première intervention sera celle de Philippe Fuchs, qu'on a pu entendre déjà un petit peu aujourd'hui, qui a participé aux échanges, à 9h45 pour une session dédiée au corps et aux émotions. Donc, on se rapprochera des enjeux justement du corps immergé et de ce que ça fait à la perception et à l'intelligibilité de l'espace. Et on aura toute une session vraiment réservée à ces enjeux-là. Et l'après-midi, on sera dans l'immersion avec 2 autres interventions et on aura le même principe de table ronde, etc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain et j'espère que vous passerez une bonne soirée, de vous retrouver en tant qu'auditeur dès demain.